Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans EPI numéro 17. Salut Jennifer. Salut Bertrand. C'est bien que tu sois de retour un petit peu. Oui, j'imagine que l'émission était très triste sans moi. La dernière fois, ça nous a manqué, c'était terrifiant. Puis alors là, tu as sorti le joli collier. Voilà, exactement. Bon, c'est la numéro 17. 17, c'est presque l'âge que tu viens de fêter en fait. Exactement. C'était ton anniversaire Exactement. il y a 2-3 jours. Bienvenue à la maison en tout cas pour cette nouvelle émission. Il y a plein de choses à raconter. On aura le retour de Dylan aussi. D'ailleurs, le retour au sens propre et figuré, puisqu'il va disparaître de la connexion à l'instant. Et il va nous rejoindre. On va avoir l'occasion d'avoir pas mal d'invités sympas pour parler de la relation entre la marque et les consommateurs. C'est plutôt sympa ça. Hyper sympa. D'ailleurs, on va commencer avec Rommler et Baptiste Privé. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous m'entendez Baptiste ? Oui. Alors Rommler, c'est une appli qui propose aux utilisateurs de gagner de l'argent, c'est ça ? Tout à fait, oui. On propose aux utilisateurs d'aller faire quelques missions simples en magasin pour être rémunérés en prenant quelques photos. Oula. On vous entend pas très bien, Baptiste. L'image est à peu près aussi belle que le son, donc là, on a un tout petit souci technique. Je me demande si on va pas devoir reconnecter vous rappeler, à un moment exactement. précis Rommler et Baptiste Privé, parce que là, c'est pas... C'est pas le top, ouais. Par contre, c'est assez top du côté de l'autre invité. C'est plutôt top pour Jérémy Lefebvre. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Value Add qui vient de sortir son premier produit Identify. Qu'est-ce que c'est Identify ? C'est un peu le contraire de Rommler en quelque sorte. C'est pas exactement le contraire. C'est-à-dire que l'approche est différente dans le sens où nous on cherche à redonner le pouvoir au consommateur dans sa relation avec les marques. Donc c'est consommateur vers marque et non pas marque vers consommateur. Et ça passe à travers la photo, notamment. Exactement. Identify, c'est une technologie qui permet à n'importe quel utilisateur d'enrichir ses photos avec des tags et d'être récompensé en fonction de l'engagement généré par ces tags. Est-ce qu'on a récupéré Ilan ? Est-ce qu'il est revenu dans les parages ? Je ne sais pas. Ilan qui est en direct de Palo Alto, qui nous a fait 3 secondes juste avant le lancement de cette première émission qui est toujours en direct. Toujours. C'est ça qui est intéressant. Sinon, c'est pas marrant, évidemment, quand quelqu'un s'en va, que ça n'est pas en direct. Et la rediffusion se fait tout au long des jours qui suivent sur watch.tv notamment. Et d'ailleurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag EPITV. C'est magnifique. Et on retrouve également cette émission découpée en tranches sur Digital Business News. Exactement. Où on a le plaisir d'œuvrer tous les Chaque deux. jour. Puisque Ilan n'est pas là, on va peut-être commencer directement à parler avec le seul survivant finalement de tous ces invités. Merci Jérémy. Jérémy, merci beaucoup. En fait, vous êtes parti sur quelque chose qui est un constat, c'est que les gens échangent beaucoup de photos, que aujourd'hui les marques ont besoin de communiquer et les gens ont envie de communiquer sur les marques aussi, et que finalement il y avait quelque chose à inventer autour de la photo et du tag de photos. C'est en tout cas pour le premier produit entre guillemets que vous sortez, parce que la société s'appelle Value Add, qui s'appelle Identify. C'est vraiment ça le focus, c'est comment essayer de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre les marques et les consommateurs à l'initiative des consommateurs via la photo. Vous pouvez détailler un peu l'histoire ? Oui, bien sûr. L'histoire, elle est née d'un constat assez simple qui était de dire qu'on avait des consommateurs qui étaient de moins en moins réceptifs aux supports traditionnels de publicité, que ce soit en ligne ou même offline. Et à côté de ça, ces mêmes consommateurs qui partageaient de plus en plus de contenu sur Internet, que ce soit bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi plus généralement sur différents types de plateformes, que ce soit blog ou autres. Or, ces photos, qui sont des photos de gens comme vous et moi, pris dans le quotidien, c'est une vraie mine d'or publicitaire, puisqu'au final, sur ces photos, on fait la promotion, consciemment ou pas, de ce qu'on porte, de là où on est, plus généralement de ce qu'on consomme. Et donc, l'approche de base d'Identify, c'était de dire, est-ce qu'une manière de réconcilier le consommateur avec la publicité, donc de lui permettre de consommer mieux et donc de consommer plus, est-ce que c'est pas de le faire passer du siège passager au siège conducteur et lui permettre de créer son propre contenu publicitaire en enrichissant ses photos avec du tag, exactement de la même manière qu'il tag des personnes sur Facebook ou même maintenant sur Instagram et même encore plus récemment sur Twitter, et d'être récompensé pour l'engagement généré par ces tags. Donc voilà, en fait, c'est cette ça veut dire concrètement qu'on met des tags sur une plateforme qui permet de mettre des tags. On n'est pas du tout dans le tagging de personnalité comme ça se fait sur Facebook. Tout à fait, ouais. Alors, Identify, c'est avant tout une technologie. Identify.com, c'est notre plateforme vitrine qui permet, en fait, depuis très peu, l'état public est accessible depuis lundi dernier,
C'est une plateforme qui permet de mettre de montrer comment fonctionne notre technologie. Mais la technologie Identify, les images que vous voyez là, c'est des images qui ont vocation ou qu'on a vocation à retrouver sur un certain nombre de supports, de plateformes tierces. Typiquement, le blogueur, afin d'améliorer l'expérience utilisateur de son audience, plutôt que de mettre une succession de photos et en bas des petites références, va pouvoir venir directement sur son blog, sans même passer nécessairement par la plateforme Identify, venir enrichir ses photos avec du tag, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer lui aussi son modèle de revenus en optimisant l'affiliation et en créant une nouvelle source de revenus grâce au tag. Jérémy, pour prendre un exemple concret, par exemple, si moi je veux faire un peu de pub à mon collier, par exemple, qui est magnifique, qui illumine cette émission, Bertrand, n'est-ce pas ? Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment je fais concrètement ? Je prends une photo et qu'est-ce que j'en fais ? Concrètement, cette photo, Jennifer, que tu peut-être mettras déjà sur Facebook ou sur Instagram, tu vas pouvoir, dès à présent, en allant sur identify.com, avoir accès à tes photos que tu as sur Facebook ou Instagram déjà, donc pas la peine d'ajouter encore du contenu. On le récupère on le récupère directement. Tu choisis les photos que tu veux récupérer, et tu vas pouvoir, juste après l'upload de la photo, rajouter un tag de la marque de ton collier, apporter des précisions, dire éventuellement sur quel site internet tu l'as acheté, et apporter cette information à ta communauté, puisque le but aussi d'Identify et le lien, c'est de dire qu'en fait, on est tous potentiellement des ambassadeurs d'un produit ou d'une marque auprès de notre communauté. Et que la communauté n'est pas un concept extensible à l'infini, que la course aux millions de followers sur Instagram ou sur Twitter n'est pas vraiment le sujet. Le but, c'est de dire auprès de quelle audience, auprès de quelle communauté on a de l'impact et s'adresser à elle. On va détailler toute cette partie-là justement dans la deuxième partie de cette émission, où on aura l'occasion de discuter donc avec Baptiste Privé. J'espère qu'on aura l'image de Baptiste Privé. Ainsi que le son. Il est là. Baptiste, je suis là. Oh, bah, alors là déjà on vous entend, c'est déjà fabuleux. On vous voit pas beaucoup mieux que tout à l'heure, pour être très sincère, mais on vous entend, ce qui est déjà pas mal. Et Ilan nous a rejoint, merci d'être là Ilan, il n'y a pas de souci pour continuer, on peut y aller ou pas ? C'est bon, on est bon. C'est bon. Jusqu'au bout. On est bon jusqu'au bout. Bon, merci à Baptiste et à Jérémy. On revient dans 2 secondes avec vous pour commenter notamment les informations en provenance de la Silicon Valley. J'ai l'impression qu'on va se faire une petite virgule, un truc comme ça, non ? Ah ouais, c'est très sympa. Ouais. Oh, c'est très très sympa. Très très sympa. Vraiment sympa cette virgule. Oh, bah, Hélène, bonjour Hélène. Salut. Alors aujourd'hui on va Salut parler de Accompli. C'est quoi ? C'est la nouvelle appli mail de iOS. On peut dire qu'elle est plus moderne que la précédente parce qu'on peut, clairement c'est un peu la loose actuellement. Enfin, c'est pas iOS pour le coup, c'est pas Apple qui l'a lancé celle-là. Hein. Ah non, c'est pas Apple, non, c'est une start-up très très bien financée. Pour un premier tour, ils ont levé un peu plus de 7 millions de dollars. Et Accompli, c'est moi depuis 2 mois, c'est mon nouveau client mail effectivement sur iOS. Ça a complètement remplacé l'appli mail. C'est une appli fantastique. Elle marche super vite. Moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est qu'en fait, ils ont réussi à recréer un espèce de client mail desktop sur le mobile. Tout ce qu'on a de sympa sur le web, avec Gmail par exemple, qui est lié à ton calendar, à tes fichiers, etc., ben là on l'a retrouvé dans Accompli. Une fonctionnalité par exemple que j'adore, que j'utilise tout le temps. Quand tu écris un mail à quelqu'un et tu es en train d'essayer d'organiser un rendez-vous avec cette personne, et ben en un clic, tu peux carrément proposer tes disponibilités en fonction de ce que tu as de libre dans ton calendrier. Là, c'est ce qu'on voit justement exactement à l'écran. C'est hyper pratique. C'est ce qui fait que des fois, je suis sur mon desktop et je passe sur mon mobile pour répondre à un mail parce que vraiment, en moins de 5 secondes, je peux proposer des disponibilités. Ça montre quand même, ça met l'accent sur quelque chose qui est assez grave quand même, c'est que Mail, l'application, le client Mail d'Apple, c'est une vraie catastrophe depuis toujours, et qui n'évolue pas, comme la plupart des produits Apple d'ailleurs, les applications Apple. Il faut quand même préciser que Bertrand est un anti-Apple. Non, j'en ai eu plein pendant des années, mais c'est vrai qu'à force d'avoir à force d'avoir des outils qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne sont pas évolués qui n'ont pas évolué depuis des années, on arrive à ce que
quand même quelqu'un puisse aller sur ce terrain-là et les concurrencer de façon très très nette, quoi. Oui, mais ça crée. Moi, perso, ça me va très bien en tant qu'entrepreneur parce que ça crée beaucoup d'opportunités. Sur chacune des applis défauts d'Apple, tu as des startups qui se montent et qui créent de la valeur, comme le calendrier, comme le mail et comme plein d'autres. Donc, moi, ça me va très bien. Et en l'occurrence, Accompli, bon, pour avoir testé tous les clients mail iOS, il y a Mailbox dont on parlait beaucoup l'année dernière, dont on parle quasiment plus, et qui d'ailleurs, moi, je trouvais pas spécialement terrible. Mais là, Accompli vraiment est en train de réussir un coup de maître. Ils ont bossé pendant très longtemps sur cette app. Enfin, techniquement, c'est très très complexe. Le mail d'une façon générale et tout ce qu'ils y ont mis dedans. Donc voilà, l'appli de la semaine. Ils ont levé 7 millions de dollars dès le premier tour, Accompli. C'est la preuve que, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui croient dans ce produit-là. Il y a Slack. Slack, c'est quoi? Alors ça, tu nous as dit que c'était le nouveau Yammer, en fait. C'est le fondateur de Flickr qui a lancé ça. Autant dire que le gars connaît un petit peu le business, quoi. Et en fait, il s'agit tout simplement de créer, d'amener dans l'univers professionnel, en fait, de la messagerie instantanée un petit peu. C'est un peu ça aussi l'idée. Ouais, donc Slack, c'est une boîte que je suis depuis, 1 an et demi, 2 ans maintenant. Je devrais pas trop en parler parce que c'est un concurrent un peu de Jive où je travaille, mais bon. Où tu te trouves d'ailleurs en ce moment? Je me trouve d'ailleurs en ce moment juste dans le bureau d'à côté de poste d'ailleurs. Mais c'est de l'innovation, c'est un très très beau produit. Et alors, c'est entre de la messagerie instantanée et de l'asynchrone pour partager des fichiers, pour partager des liens. C'est connecté à beaucoup de services qu'on utilise de productivité comme Google Docs et d'autres. L'interface est fantastique, c'est hyper rapide, c'est mobile, iPad, desktop, web, Android, enfin c'est sur toutes les plateformes. Ils viennent de lever 30 millions ou 40 millions, j'ai un doute, la semaine dernière. 40 millions, 40 millions, ouais. 40 millions, voilà. Et donc, ça prouve qu'il y a de l'attraction, ça prouve qu'il y a des clients. Alors, cette personne de Flickr, il ne savait pas vraiment faire du business chez Flickr, mais il savait faire des très beaux produits. Et là, ils essayent de passer Bon, c'est le enterprise software aujourd'hui, c'est vraiment ça reste encore le sujet à la mode. Et là où il y a encore une opportunité, c'est sur des beaux produits, des belles expériences, des belles interfaces. Et ça, c'est ce qu'ils savent faire. Et Yammer, qui est un produit qui cartonne aujourd'hui, est un produit dégueulasse. Vraiment très moche, pas rapide. Voilà, donc il se positionne là-dessus. Monsieur Yammer, monsieur Apple, on vous salue. Moi, je suis anti-rien du tout. Ils parlent pas français, tous ces gens. Enfin, Hélène, on va parler d'une start-up française qui, en quelque sorte, permet de parler aux objets connectés, c'est ça ? Ouais, alors, donc ça a été monté par Alex Lebrun, qui était le fondateur de Virtuose, qu'on connaît bien en France, qui était parti aux États-Unis, qui avait levé beaucoup d'argent et qui se sont fait racheter par Nuance. C'était ces petits agents intelligents là, qui est de CRM en fait. Voilà, exactement, qui remplaçaient un peu le customer support, qui était chez Ikea, chez eBay, etc. Ils se sont fait racheter par Nuance et Alex a remonté donc WIT. Et WIT, c'est, ils appellent ça Siri as a Service. Donc en fait, les fonctionnalités de Siri, donc de permettre de parler et d'avoir un espèce de robot qui comprend ce que tu dis et qui te répond, tu peux l'intégrer maintenant en tant qu'API dans ton app, dans tes objets connectés, etc. Tiens, attends, regarde, on va écouter 2 secondes, même si c'est en anglais, on comprend un peu le principe. Donc là, il y a un gamin qui donne des ordres en fait. I want to watch the cats. Il va regarder les chats. Il a l'air spécial ce gamin. Ouais, non, mais ça donne l'idée à peu près. C'est-à-dire que c'est du langage naturel, on parle et les objets connectés sont censés tous nous comprendre, nous répondre. Ce qui est le début de la science-fiction en fait. Tout ce qu'on a rêvé, ils sont en train de le mettre en place un peu. Ouais, et bon, le truc c'est que ils cartonnent. Ils sont rentrés chez Y Combinator, donc la dernière session, là, Winter, et ils sont sortis vraiment dans tous les médias qui parlaient de cette promo de Y Combinator. C'était vraiment la startup la plus intéressante. Moi, j'étais au Démodé et c'était la boîte à qui tout le monde voulait parler.
Enfin voilà, ils cartonnent, c'est des Français, on est fiers d'eux. Ils sont dans la Palo Alto et on va entendre parler d'eux. Bon, t'as décidé peut-être de mettre un petit ticket là-dedans ou pas? Bah oui, moi j'ai investi avant Y Combinator, donc je pense que je m'en suis bien sorti. Mais Ouais. bon, Ouais, c'est plutôt bien joué. En tout cas, vite, mais tu penses vraiment qu'on va arriver quand même à avoir un langage unifié pour tous ces objets connectés, parce que c'est vraiment la question du moment, ça. Comment ces objets connectés vont arriver à échanger les uns les autres? Vont être les réseaux? On commence à avoir une petite idée, ça va être souvent les réseaux GSM, enfin les réseaux téléphones. Mais sur quel principe, quel est le langage commun qui va s'imposer, qui va faire que tout ça va fonctionner? Donc non, ils peuvent apporter une solution là-dessus? il y a deux questions différentes. Comment les objets connectés vont communiquer entre eux? Mhm. Comment on crée un réseau, si tu veux, une espèce de couche Internet entre entre les objets connectés. Et ça, tu as des boîtes comme Sigfox à Toulouse, là, Boîte française, qui a ouais. levé, Mhm. boîte française qui a levé 15 millions, je crois, il y a pas si longtemps, et qui est un peu sur ce créneau-là, donc vraiment enabler. Et tu as des startups comme WIT, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, qui, eux, aident les humains à communiquer avec ces objets connectés. Et ça, oui, ça va arriver aussi. Dans les deux sens, de toute façon, on est en train de... Enfin, les objets connectés sont... Je pense qu'aujourd'hui, c'est réel, c'est concret, et c'est pour ça qu'il y a tant d'opportunités, parce qu'il y a encore plein de choses qui restent à faire pour mieux connecter, pour mieux communiquer avec tous ces nouveaux objets. C'est vrai que tu parlais de virtuose, tu parlais de nuances, hein, je crois bien, c'est ça, qui sont Ouais. vraiment les boîtes qui sont très avancées dans l'utilisation justement de ces voix synthétiques, tout simplement, ou de la reconnaissance vocale, et qui permettent d'avoir plein de Ouais. nouveaux services. Tout à Bien fait. ça, hein? Top. T'es venu avec ton carnet de chèques, parce qu'il prend les chèques aussi, Ilan, pour tous ceux qui veulent investir dans... S'il l'encaisse à la fin du mois, ça va. C'est la fin de mois. Bah ça va pas être dans trop longtemps. c'est demain. Ilan, on dit un petit mot quand même de cette affaire qui est en train de faire du bruit, y compris en France, où pourtant on ne le connaît pas plus que ça. Gourbachal, qui est le créateur donc de Radio One, qui est une boîte vraiment en vue dans la Silicon Valley, qui fait plein de choses, mais notamment du comportement, enfin du ciblage comportemental, entre autres. Est vraiment dans le feu des projecteurs là, pour une histoire très très sordide en fait. Tu nous racontes un peu? Ouais, écoute, donc c'est effectivement un entrepreneur assez connu dans la Silicon Valley que moi je connaissais son parcours mais je connaissais pas le nom donc j'avais pas fait le rapprochement. C'est toi qui m'as rappelé un peu ce qu'il avait fait avant. Effectivement, un entrepreneur de génie. Bah, à 16 ans, il a vendu sa première depuis boîte, son 30 plus millions de jeune âge. dollars, donc ouais. Voilà, ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a, enfin, sa petite amie l'a reporté à la police pour coups et blessures, Ouais. quoi. En fait, apparemment, il lui a porté 117 coups, je crois, en espace de 30 minutes. Ça a été filmé enfin, la police a réussi à récupérer une vidéo qui est pas publique, hein, évidemment, mais en tout cas, ils l'ont vue. Et pour une question de vice de procédure, il a été relâché. Et c'est le lynchage sur la place publique. Et enfin, à juste titre, maintenant, voilà, apparemment, il n'est pas vraiment considéré coupable par la justice, mais ça reste quand même, enfin, ça reste sûr. Il a même d'ailleurs avoué, hein, dans un blog post qu'il a écrit là en début de semaine. Il a avoué ce qui s'est passé en essayant plus ou moins, entre guillemets, de justifier ce qui s'est passé. Il disait que l'engueulade a démarré parce que il s'est aperçu qu'elle avait des relations sexuelles rémunérées avec d'autres Non personnes. protégé et tarifé. Oui. Et non Donc, c'est un gros protégé et délire. tarifé. La fille Bon, vit quand il même est avec un des tombé types sur les le plus bon riches de la numéro, Silicon quand même. Valley, hein, je vous signale. Ouais. Donc elle a vraiment besoin d'aller faire de l'argent. Ouais, exactement, c'est ça qui est un peu étrange. Bon, ça a l'air d'être un couple assez particulier quand même, mais bon, voilà, une histoire quand même assez horrible. Et moi-même, hein, j'ai commenté là-dessus en disant que le mec était vraiment une vraie crapule. Et voilà, il se fait vraiment démonter Bon, en ce moment. il s'est fait dégager le board de Radio One, l'a C'est dégagé fait virer, Nico ouais. Presto. Radio One était notamment annonceur, partenaire d'un gros événement New York Disrupt. Ils ont été dégagés comme sponsor en fait. Très rapidement. En fait, c'est une boîte qui va avoir du mal derrière parce que l'image entière. Là, oui. Ouais. Là, ils vont perdre leurs clients. Hein. Ils vont perdre leurs clients. Ouais, c'est évident. Aux États-Unis, ils détestent ces histoires. Donc voilà. Bon, ils sont un peu glauques.
Je sais que tu as des choses à faire. Le devoir t'appelle, apparemment. Donc tu vas devoir nous Non, quitter. mais c'est bon, je vais pouvoir rester en fait. Oh, bah C'est bon. écoute, alors ça, c'est... Magnifique. Je reste. Finalement, c'était ta petite absence du début qui nous a un peu inquiétés, mais finalement, ça nous permet de t'avoir jusqu'à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Bah écoute, Voilà. tu sais ce qu'on va faire? On a un truc absolument génial que tu C'est adores. une virgule. Alors, voilà, en dehors de ton collier, il y a la virgule. Mais je préfère mon collier quand même. Toujours aussi sympathique. Ouais. On refait un petit tour de piste vite fait. Peut-être un petit mot quand même de Baptiste Privé qu'on a eu tout à l'heure de façon très furtive. C'était le mot que je cherchais exactement, furtive, pour nous parler de Rommler qu'il a créé, qu'il a co-créé d'ailleurs, qui est une boîte internationale, Rommler. Française en tout cas parce que ses créateurs sont français, mais qui n'est pas basée en France, je crois d'ailleurs. Baptiste, le siège n'est pas en France, si? Alors en effet, on est déjà présent dans 13 pays dans le monde, et principalement en Europe. Et le siège est aux Pays-Bas, en effet, et nous on vient de lancer l'activité en France. C'était un des pays qui n'était pas encore couvert. Donc l'opportunité d'être présent dans toutes les Europes, c'est de s'adresser à des marques qui ont des marchés européens et qui ont besoin de récolter de l'information à travers tous les pays, à travers leurs consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé en France il y a maintenant 2 mois à peu près, tout début mars. On a traduit toute l'application en français et elle est maintenant disponible sur App Store et Play Store pour le moment. Aujourd'hui, Baptiste, il y a combien de Rommler dans le monde? Alors, dans le monde, on est à un peu plus de 50 000 Rommler et on a une approche où on maîtrise volontairement la taille de notre communauté pour en fait garantir aux gens qui se sont inscrits d'avoir des choses à faire. C'est-à-dire qu'on leur propose des missions petit à petit, mais on ne souhaite pas avoir 1 million de personnes connectées et que quelques missions à leur proposer pour qu'entre guillemets ils se battent entre eux pour pouvoir aller en magasin. Donc on établit une taille de communauté qui s'adapte à la densité commerciale des villes françaises en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Et du coup on donne des codes ville par ville aux personnes qui souhaitent s'inscrire. Il faudrait peut-être rappeler ce qu'était Rommler, le concept même, parce qu'on a mal entendu peut-être tout à l'heure. En fait, application mobile et relation entre les marques et les consommateurs, tout simplement. En tout cas, ceux qui veulent à un moment précis faire une action pour une marque et gagner de l'argent avec ça. Vous pouvez détailler un tout petit peu ? Oui, le principe de Rommler, c'est qu'en fait, les personnes qui vont en magasin deviennent les yeux de la marque. C'est-à-dire que les marques dépensent énormément d'argent en communication, 31 milliards d'euros en France. Et pourtant, à un moment donné, elles confient leurs produits à un distributeur, que ce soit dans des magasins de sport, des magasins d'alimentation, etc. Et donc, elles ont besoin de connaître leur réelle présence dans ces magasins. Et donc, nous, on propose aux personnes qui ont téléchargé notre application, au moment où elles font leurs courses, de se dire, voilà, nous, on a une marque qui est un de nos clients, qui a besoin de remonter quelques informations. Est-ce que sa grande publicité pour annoncer le lancement de son nouveau produit est bien présente en magasin? Et donc, on leur pose 2-3 questions et on leur demande de prendre des photos en magasin et on les rémunère pour ça. Bon, c'est pas que sur les bananes. Hein. C'est pas que sur les bananes. La banane est symbole. C'est juste un exemple. Il y a une vraie demande des marques aujourd'hui là-dessus. Hein. C'est clair et net, vous l'avez identifié. Et pourquoi vous avez lancé la boîte à l'étranger d'abord alors ? Alors, en fait, c'était une technologie qui s'est développée en premier aux États-Unis et en Europe, ça s'est monté premièrement aux Pays-Bas, qui était un marché assez en avance sur ces techniques-là. En France, pour être honnête, c'est arrivé il y a quelques mois. Il y a quelques concurrents qui sont aussi sur ce même modèle-là. Et après, le développement de Rommler s'est fait petit à petit pour aujourd'hui couvrir quasiment tous les principaux pays européens. Et on est aussi présent en Amérique du Sud. Vous avez des exemples, Baptiste, de missions un peu insolites ? On a pour l'instant différents types de missions. Nous, on a 2 approches aussi auprès de notre communauté. C'est parfois les marques nous demandent des choses très précises, donc aller prendre des nouvelles références en photo, savoir si les publicités sur le lieu de vente sont bien installées. Mais on sollicite aussi notre communauté pour nous donner son avis, donc qu'elle soit en magasin ou dans la rue. Donc on va par exemple avoir une mission sur tout ce qui est promotion autour de la Coupe du Monde, quelles sont celles qu'elle trouve le plus originales, etc. Et puis on peut aussi penser à des missions pour les communautés, où par exemple une des premières missions entre guillemets de formation pour que les gens s'habituent au fonctionnement de l'application, c'est nous signaler ce qu'ils trouvent un point noir de la sécurité routière autour de chez eux. Donc c'est aussi les rendre acteurs de leur vie locale et à proximité chez eux, nous signaler
pour nos clients des remontées d'informations et dans leur vie potentiellement tout ce qui les choque et qu'on pourra nous remonter aux collectivités si ça est pertinent. Ça, c'est votre côté Waze, en fait, cette partie-là. Un petit peu, ouais. On est un peu le Waze du quartier. Et paraît-il qu'on peut même se faire servir une bière dans un bar, Bertrand. Oui, bah, s'il faut aller tester la bière, moi je veux bien. Vous dites tout de suite où ça se trouve dans l'application, je vais tout de suite, moi. Eh ben, à proximité de chez vous, en fait, il y a des demandes de certains brasseurs qui, dans des bars, veulent savoir si en effet leur bière est correctement servie. On prend une photo de la bière au moment où elle est servie et on vérifie est-ce qu'il y a bien la mousse. Oula, moi qui suis très touchy là-dessus. Les couleurs de la marque, etc. Bertrand n'est pas un rumbleur facile. Non, je suis pas un rumbleur. Oui, parce que le rumbleur, le terme qu'utilise Jennifer, en fait, ce sont les gens qui utilisent tout simplement, qui deviennent des ambassadeurs, qui utilisent la plateforme pour rendre un service et être rémunérés sur ce service. Ilan, est-ce que tu connaissais Rumblr, ou le principe, évidemment, je pense, mais Rumblr même? Je pense que c'est assez proche de Gigwalk, c'est ça dont tu parlais aux États-Unis? J'en ai pas parlé, mais si tu le dis. Exactement, il y a Gigwalk et Field Agent également qui est présent pas mal au Canada. Donc oui, c'est un secteur que je connais bien, que j'aime beaucoup. Je pense que j'aime beaucoup d'ailleurs l'exécution de Rumblr. C'est smart d'avoir été sur plusieurs pays en Europe parce qu'effectivement il n'y a pas encore de vrais leaders européens là-dessus. Je crois aussi beaucoup à l'arrivée des technologies et de l'analytics et de toutes ces choses-là sur le retail qui se sert très peu des technologies, il faut dire ce qui est. Enfin, ils sont encore avec les caisses enregistreuses et ce qu'on appelle leur POS pour gérer leur boutique. Donc, je crois beaucoup au mobile, à l'intelligence retail et à tout ça. Ouais, top. Bon, on va avoir l'occasion d'élargir le débat, justement, maintenant qu'on a présenté un tout petit peu à la fois Rumblr et puis Identify, qui sont chacun d'à côté du spectre de la relation entre les marques et les consommateurs. Chacun se positionne différemment. On a bien compris qu'il y avait une demande des deux côtés aujourd'hui. Mais tout ça, ça sera juste dans un tout petit instant, après une petite virgule et la chronique de Jennifer. Alors Bertrand, si je vous dis Marco Polo et Vasco de Gama. Marco Polo, Vasco de Gama. Oui, parce que vous m'impressionnez. Oui, des footballeurs brésiliens en dehors du fait. Exactement, quelques jours de la Coupe du Monde. Je vous pensais plus intellectuel que ça. Ça, c'était pas écrit sur votre papier, non, par contre. Non, pas du tout. Alors oui, c'est des grands voyageurs, en fait, tout exactement. Simplement. Ouais. Alors, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler de Marco et Vasco, que vous connaissez sans doute plus sous le nom de Planète VO, puisqu'ils ont changé de nom il y a quelques temps par manque de notoriété. Alors, qu'est-ce que c'est Marco et Vasco? C'est le spécialiste du voyage sur mesure. Ils ont une 50aine de destinations à peu près. C'est surtout des destinations qui sont long courrier. Et donc, la spécificité, c'est quoi? C'est que chaque destination a son propre site, son spécialiste du pays. Et bon, c'est quand même pas négligeable comme spécificité. Et donc, on va parler de son fondateur, qui est Geoffroy de Bec de Lièvre. C'est clairement un Voilà, exactement. Il n'est pas sous son meilleur jour, mais... Il y a des imagarités de temps en temps. Mais c'est un globe-trotteur dans l'âme. Il est passionné par les voyages depuis toujours. Pour la petite anecdote, à 19 ans, il a escaladé un volcan équatorien en tongs. C'est dingue. C'est fou. Et à part les tongs, il a vécu 4 ans à Shanghai. C'est d'ailleurs là que l'idée de Marco et Vasco lui est venue. Et d'ailleurs, écoutez-le, il va vous raconter tout ça. Ah. J'ai vécu 4 ans à Shanghai. et en fait, pour pouvoir exercer ce métier, on avait besoin d'avoir un partenaire chinois, une agence locale. En tant qu'étranger, c'était pas ouvert. Et les Chinois adorent la musique, adorent le karaoké. Et au moment où j'ai négocié avec ce Chinois, il m'a dit voilà, la condition, c'est que tu ailles chanter avec moi. Et donc, dans son registre, il n'y avait que Hotel California qui était en anglais, c'est une horreur. Et donc, effectivement, c'est grâce à ça que j'ai signé ce contrat. Comme quoi, avec de l'alcool de riz et un bon karaoké, on peut arriver à trouver des idées sympas. Bon, à part la Chine et les tongs, Geoffroy de Bec de Lièvre, c'est aussi quelqu'un qui est très ambitieux. Il a vraiment raison de l'être parce qu'en 7 ans, il faut savoir que le chiffre d'affaires de Marco et Vasco est passé de 1 à 60 millions d'euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il ne compte pas s'arrêter là puisque écoutez ce qu'il répond quand on lui demande ses ambitions. C'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 150 à 200 millions d'euros à horizon 3-4 ans. On a la chance d'être sur un marché qui est assez profond, qui est très large quand même. On est sur un marché de plusieurs milliards. Donc après, il faut juste savoir mieux faire que les autres. C'est-à-dire que le marché ne grossit pas, mais il y a un vase communicant entre le offline et l'online. Il faut savoir bien se positionner et puis mieux travailler que les autres.
Et enfin, ce qui va suivre, je suis sûre que ça va particulièrement vous plaire, Bertrand, parce que sachez que Marco et Vasco, c'est 80% de femmes, avec une moyenne d'âge de 27 ans. Et récemment, ils ont embauché une centaine de personnes. Ils embauchent des hommes, non? Et voilà, bah justement, j'allais vous le dire. Donc, si vous voulez envoyer votre CV, Bertrand, je vous donnerai les coordonnées, parce que pour vous, c'est le paradis, 80% de femmes. J'imagine que ça donne envie. Alors, je sais pas si à 80%, ça ne devient pas l'enfer, finalement. Allez, savoir. Bon, on va se retutoyer dans le reste de l'émission. Alors, si vous voyez, c'était sympa. Je me suis dit que c'était sympa. Oui, ouais. c'est vrai. Bon, mais le collier un peu sympa. Et puis non, mais comme j'ai 17 ans et vous la soixantaine. C'était donc Marco et Vasco. On n'a pas vu bien, mais en fait, dans son bureau, je crois qu'on voit bien la Tour Eiffel. En fait, exactement, une très jolie vue. Ouais. Une très jolie vue sur la Tour Eiffel derrière. On a parlé du collier, donc maintenant c'est comment ça s'appelle, virgule, c'est ça? La magnifique virgule. Beaucoup de virgules aujourd'hui. Alors, on va pouvoir discuter un tout petit peu plus profondément de cette relation entre les marques et les consommateurs avec nos deux invités, Baptiste Privé, donc le fondateur de Rommler, cofondateur, ils sont deux fondateurs, dirigeants de Rommler, dont on a compris que cette boîte arrivait en France, dont on n'a pas parlé encore du fait qu'elle évolue un petit peu du côté du capital aussi, il va falloir qu'il nous explique tout ça dans un instant. Et puis Jérémy Lefebvre, donc de Adentify. Adentify, c'est juste, Jérémy, un des produits de Value Add, parce que Value Add c'est la société, Adentify c'est la première brique que vous mettez en visibilité en fait sur le marché aujourd'hui. Exactement, c'est le produit emblématique de Value Add. Maintenant, les technologies qu'on conçoit chez Value Add, qui sont des technologies comportementales, sont toujours axées, enfin le fil rouge, c'est de rééquilibrer la relation entre le consommateur et les marques. Donc de réfléchir à des solutions techno qui permettent d'engager les consommateurs de plus en plus. Enfin, le Graal pour tout le monde. Vous avez une histoire assez sympa, d'ailleurs l'un et l'autre, vous avez fait pas mal de choses avant de démarrer cette boîte-là, on pourrait peut-être en parler un petit peu, non? Jérémy? Oui, Jérémy. Vous m'entendez? Je lance. Jérémy, vous avez une période cravate. Vous avez une période plutôt costume-cravate, vous, avant tout ça, là? Oui, exactement. Moi, j'ai une formation qui a rien à voir à la base, puisque j'ai commencé je suis avocat de formation. J'ai ensuite continué dans une voie relativement classique, puisque je suis passé côté financier. J'ai mis un premier pied dans l'écosystème du web français en 2006, fin 2006, début 2007, puisque j'étais un des associés fondateurs de Restopolitan avec Stéphanie Delatra. Petit succès. Exactement, une belle petite histoire. Et puis, comme je suis curieux, j'ai continué tout en gardant un pied dans le web, j'ai continué un peu dans la finance, pas mal impliqué dans l'associatif, lié à l'entrepreneuriat. Et voilà, différentes choses qui m'ont amené à créer Value Add fin 2012 et commencer réellement l'opérationnel en 2013. Parcours un peu plus différent pour vous, Baptiste, vous êtes passé par l'EM Lyon pour vos études et avant vous étiez chez Michel et Augustin et Google, c'est ça? Oui, tout à fait, un parcours assez classique pour le coup en termes de formation, avec une école de commerce en effet à Lyon, l'EM Lyon, et un premier stage de longue durée chez Michel et Augustin au moment de la création en 2017, donc c'est vraiment une toute jeune entreprise avec quelques références à l'époque. Et c'est là où j'ai vraiment compris les problématiques de distribution pour les marques. C'est aussi ce qui nous a amené à créer Rommler aujourd'hui. Et puis, à la fin de l'EM Lyon, mon premier boulot chez Google, donc un assez bon formateur, je dois dire, en termes de digital. Et j'ai été m'expatrier en Pologne, ce qui m'a aussi donné cette vision un peu européenne, puisque Google traite les marchés francophones et européens depuis Paris, Dublin et Pologne. Et une belle expérience là-bas qui a permis d'avoir cette vision assez large des besoins des clients, de tout ce que pouvait apporter l'apport digital pour des clients qui, pourtant, à la base, n'y croient pas forcément et se rendent compte de l'impact que ça peut avoir. Ce que je vous propose à tous les deux, c'est de nous faire un petit brief rapide en 2-3 points, 2-3 bullet points rapides, vous avez 30 secondes, 1 minute chacun, pour nous dire quels sont les avantages de travailler la relation consommateur-marque dans le sens dans lequel vous l'abordez vous, en fait. Pourquoi vous avez choisi de l'attaquer dans le sens marque-consommateur pour vous, Baptiste, et puis après on passera à Jérémy pour l'autre sens. Très bien.
C'est vrai que nous, les marques, on leur dit, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est vraiment les marques dépensent énormément d'argent en communication pour créer ce qui est préférence de marque, pour se mettre en avant, pour que leur marque soit plus choisie qu'une autre. Mais au final, à un moment donné, elles donnent ce produit à quelqu'un d'autre et elles perdent la maîtrise de leur cercle de vente au dernier moment, au moment de l'achat, donc au moment finalement le plus important. Et nous, on s'est dit qu'il leur manquait cette information-là. C'est pour ça qu'on a choisi de traiter cette donnée dans ce sens. Marque demande à ses clients qui sont en magasin comment les clients perçoivent leur présence en magasin. C'est-à-dire qu'ils font énormément d'études de post-test de communication pour savoir si leur contact télé a plu, si leur contact sur Internet a plu, si dans la rue les panneaux d'affichage sont bien visibles. Et finalement, en magasin, on peut être en train de dépenser énormément d'argent sur tous les médias et puis se rendre compte qu'en magasin, on est en rupture dans 80% des cas. Parce que on n'avait pas forcément un cercle d'approvisionnement ou une logistique qui était assez préparée à cette campagne-là. Et donc, on demande à nos membres, qui sont finalement des gens comme tout le monde, qui vont faire leurs courses, de donner ce point de vue. Et la marque a ce retour direct. Donc, c'est la marque qui demande à ses consommateurs, mais on est quand même sur ce point de vue consommateur aussi réel. On passe pas par des gros instituts de sondage, etc. Et ça nous permet aussi, c'est ce qui est très important, d'inculquer un peu de temps réel dans cette dimension-là, puisque si la marque a besoin d'un retour, elle peut nous briefer un lundi matin, on peut lui donner un nombre de retours sur des centaines de magasins dès le lundi soir. Jérémy, vous avez décidé d'inverser le processus d'utilisateurs vers les marques avec Identify. Alors, quels sont les avantages de ce processus ? Les avantages, c'est là, j'entendais Ilan parler d'analytics et de metrics. L'avantage de cette approche inversée, c'est avant tout la pertinence de l'output. C'est de se dire comment est-ce qu'on comprend réellement le consommateur aujourd'hui. Est-ce que c'est en lui proposant ou est-ce que c'est en lui laissant l'initiative? Et donc le fil rouge dans tout ce qu'on conçoit chez ValueAd et Identify en illustration, c'était de se dire ce qui nous intéressait, c'était de savoir dans un univers neutre, quel va être le comportement du consommateur. C'est pour ça qu'on est une société de technologie comportementale. On essaye non pas d'influencer le consommateur en créant des outils qui vont être disruptifs dans le sens où ils vont changer son comportement. On se dit, voilà, le consommateur, il devient de plus en plus mûr sur Internet. Son comportement, sa routine, elle commence à être de plus en plus établie. Comment est-ce qu'on en tire parti, tous, d'ailleurs, lui comme nous, comme les marques, en fait, en voyant comment est-ce qu'il réagit. Et donc, la pertinence de cette approche, mais qui est complémentaire aux autres, était vraiment de dire, voilà, ces consommateurs qui font des actions, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas, pourquoi est-ce qu'on ne stimule pas ce qu'ils font déjà pour obtenir encore plus d'informations, les intégrer dans cette démarche qui est entre autres la démarche publicitaire, plutôt qu'ils aient l'impression qu'il se passe des choses à côté où leur data est utilisée à leur insu ou ce genre de choses-là. Nous, le postulat de base, c'est qu'on considère que la pub, elle ne va pas disparaître de sitôt, que le comportement du consommateur, il est ce qu'il est. Donc plutôt que d'avoir deux mondes séparés avec de l'engagement qui se concentre par exemple sur Instagram, 99% sur du like, mais qui ne se traduit pas en conversion, comment est-ce qu'on essaye de comprendre au mieux le consommateur et de permettre d'avoir un canal de communication direct où le consommateur dit ce qu'il est. Si le consommateur d'une grande marque de champagne, c'est un rappeur de la East Coast, c'est la réalité, c'est lui qui achète cette bouteille. On peut faire toute la pub aspirationnelle qu'on veut en disant que c'est des gens formidables, des milliardaires qui consomment ça sur leur yacht. La réalité du consommateur, elle est ce qu'elle est. Et donc la question c'est, est-ce qu'on en fait abstraction ou est-ce qu'on la leverage ? Est-ce que ça casse d'une certaine façon ce qui a été une des grandes modes de ces dernières années, qui était de repérer pour une marque ses ambassadeurs? Donc on essayait de prendre les plus actifs parmi ceux qui communiquaient sur la marque. Parfois même on transformait quelqu'un qui était mécontent parce qu'on lui avait rendu un vrai service en écoutant sa demande en un vrai ambassadeur, et on mettait beaucoup de billes là-dessus, on les soignait littéralement ceux-là, on leur donnait pas de l'argent mais des cadeaux, des plus, des produits à tester, des choses comme ça. Est-ce que finalement vous avez le sentiment qu'on passe à autre chose aujourd'hui d'une certaine façon, c'est-à-dire que la marque est clairement en train de donner du cash à des gens pour faire des opérations de repérage marketing d'un côté, ça c'est Rommler, et de l'autre côté finalement elle écoute tout le monde, monsieur tout le monde, sans savoir si c'est un ambassadeur potentiel ou pas? Je pense qu'il y a une volonté des marques qui est d'impliquer leurs clients dans tout leur process.
Donc ça, c'est une réalité. Je pense que Rommler s'inscrit là-dedans de manière très naturelle. Je pense que la logique est complètement pertinente. Pour les ambassadeurs dont tu viens de parler, Bertrand, la logique est un tout petit peu différente, par contre, pour le coup. Parce qu'il y a d'une part la volonté d'avoir une relation client de plus en plus directe, c'est-à-dire d'interagir avec mes clients, les insatisfaits et autres, en one-to-one. Ce sentiment de service personnalisé, avec de la gratification et autres, ça, je pense que ça a vocation à continuer à se développer, bien sûr. Le fait que quand on fasse un tweet pour dire qu'on n'a pas été content du service d'Air France et que immédiatement Air France réponde en proposant une solution, j'espère que c'est le futur. Par contre, sur la logique d'ambassadeur ou de prescripteur de tendance, qui existe depuis des dizaines d'années. Il y a 20 ans, c'était de déterminer qui était le mec cool du lycée, à qui il fallait filer la paire de Reebok Pump et qui allait permettre de véhiculer ça, qui créait des générations de frustrés parce que eux étaient pas les mecs cool. Et donc voilà. Là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'au final, tous les outils qu'on a à disposition, les réseaux sociaux ou autres, permettent de mettre en évidence, encore une fois, je suis désolé de le répéter, mais que chacun est potentiellement un ambassadeur d'un produit ou d'une marque auprès de sa communauté. Parce que moi, aujourd'hui, ce mec cool avec sa paire de Reebok Pump, il va peut-être pas me parler, alors que quelqu'un d'autre, au sein de la même classe, au sein du même groupe, va s'avérer être un prescripteur, entre guillemets, plus pertinent. Et puis le dernier point, c'est de dire, on est peut-être ambassadeur le lundi, mais le vendredi, on l'est plus. Les choses vont tellement vite, les communautés bougent, les personnes qui ont une influence sur moi évoluent. Pourquoi se focaliser sur des personnes prédéterminées? Tout ça bouge. Je vois Ilan qui se mord les doigts, donc je me dis, Ilan a quelque chose d'important à nous dire. Il se retient pour ne pas revenir. Non, mais moi j'avais juste un commentaire à rajouter, c'est que je me rappelle de cette époque dont tu parles, Bertrand, où les marques avaient des ambassadeurs et pour avoir fait du marketing dans une grande boîte, je me rappelle très bien à quel point c'était difficile de les trouver, ces ambassadeurs. Ah oui. Et c'est tous ces outils-là qui aujourd'hui facilitent justement la connexion entre les ambassadeurs ou juste les clients d'une marque et la marque. Donc voilà. C'est ce que je disais aussi, c'est que tous les clients d'une marque sont devenus les ambassadeurs d'une certaine façon. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de distinction. C'est un peu ce que dit Jérémy aussi. Exactement. Grâce à tous ces outils et grâce à des Instagram, des Facebook et des nouvelles plateformes comme Identify, comme Rommler, d'une façon un peu différente, mais c'est clairement la nouvelle génération, quoi. Et ça rend le travail beaucoup plus facile pour tous les marketeurs. Alors, Identify et Rommler, ils ont tous les deux un point commun parce qu'ils ont un système de points. Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça, tous les deux? Vous m'entendez? Baptiste, pour commencer. On a la volonté aussi de rendre ludique un petit peu cette expérience. Je crois que ce qui est important dans ce qu'on dit, c'est qu'en effet, on essaie de désintermédier un petit peu ce qui se passe entre les clients d'une marque et la marque. Et du coup, quitte à jouer cette relation, autant la rendre la plus agréable possible. Et du coup, vivre aussi un moment d'expérience agréable. Donc, nous, on a un système de points qui permet de gamifier l'approche, de faire comprendre aussi, d'une certaine manière, quelles sont les complexités de la mission qu'on va donner, puisque plus de points correspond à une mission un petit peu plus complexe ou un petit peu plus longue. Donc, c'est aussi un repère pour nos membres. Et l'idée, ça permet de débloquer des badges, ça permet de passer certains niveaux et donc d'acquérir des missions mieux rémunérées, de pouvoir faire plus de missions d'un coup. Donc, c'est aussi de fidéliser nos membres, de les faire évoluer dans l'application, tout en trouvant ce côté ludique. Les membres sont en effet rémunérés aussi avec quelques euros par mission, mais rien nos salariés, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils font. On leur propose des choses et on leur propose aussi du coup de s'amuser. On a un contact très personnel avec eux. À chaque fois qu'ils nous envoient une mission, quelqu'un de nos équipes leur répond personnellement, etc. Donc il y a aussi cette importance parce qu'on est en contact avec des marques et qu'on fait le lien entre les marques et les clients de rendre cette expérience et ce moment-là assez enthousiasmant pour la personne qui le réalise. Ah, je pensais que Jennifer avait quelque chose à dire, mais non, finalement. Jérémy. Alors, je ne vais pas dire exactement tout pareil, mais enfin, il y a quand même des éléments clairement similaires. La gamification,
c'est une stratégie de fidélisation qui trouve de plus en plus sa place sur une multitude de plateformes aujourd'hui. Donc c'est clairement la logique chez nous. Enfin, également, on a une logique de reward dans l'absolu qui se traduit d'une part par des points et d'autre part par du cash. Le cash n'est pas accessible à tout le monde puisque, il ne peut pas être proposé à tout le monde puisque tout le monde ne génère pas de l'engagement et que chez nous, on paye en fonction de l'engagement. Maintenant, il était important d'avoir un système de gamification qui rende cette expérience ludique, parce que la première question qu'on va poser, c'est de dire pourquoi est-ce que je vais venir, pourquoi est-ce que je vais taguer, quel est l'intérêt pour moi, qu'est-ce que j'y trouve. Et dans cette logique d'ambassadeur de marque, chez nous, ces points qui se traduisent dans des badges d'ambassadeurs, et dans une logique assez similaire que celle que Foursquare a utilisée avec les maires des villes et les différents statuts, les différents badges. Voilà, on retrouve ça chez nous afin de fidéliser les consommateurs et puis de les mettre un petit peu en compétition entre eux, de faire en sorte que chaque jour, les consommateurs les plus représentatifs de telle ou telle marque le soient plus le lendemain parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été plus actif qu'eux sur cette marque-là. Donc c'est de la fidélisation et c'est aussi afin d'apporter des rewards au plus grand nombre. Parce que ce sur quoi je terminerai, c'est de dire les consommateurs sont très demandeurs de cette relation avec les marques. Le cash est certes un élément attractif, mais je pense que ce que chaque consommateur recherche, c'est une forme de reconnaissance auprès de la marque, la reconnaissance qu'il existe. Et nous, on le voit, alors on n'a pas mis des encéphalogrammes sur la tête de chacun de nos utilisateurs pour voir ce qui se passait au niveau de leur cerveau, mais on voit que le moindre gain de points, puisque chez nous, c'est les marques qui donnent des points, le moindre gain de points procure un petit moment de plaisir. Et exactement comme ce que disait Baptiste, c'est des choses, même si le point a une valeur qui est extrêmement relative, il y a ce petit instant de bonheur, le fait de dire « cette marque sait que j'existe ». Est-ce que la relation, elle est vraiment, ou l'attitude à direction de la marque, ou finalement de soi-même, de son ego et des autres? Quand on va balancer une photo en disant « j'ai tel jean sur la peau », c'est aussi pour dire je suis branché, j'ai compris que c'était celui-là qu'il fallait avoir, j'ai les moyens de me le payer, donc on n'est pas en train de parler à la marque, on est aussi en train de se parler à soi-même et à parler aux autres pour dire regardez comme je suis bien dans le ton de l'époque, non? Bien sûr, on est en plein dans la recommandation sociale, avec l'aspect égocentrique au sens positif du terme que ça représente. Je me mets en avant moi en tant que consommateur. Je cherche la reconnaissance auprès de mes amis, parce que c'est ceux qui sont le plus facilement accessibles. Mais la reconnaissance ultime, c'est la reconnaissance de la marque, puisque jusqu'à aujourd'hui, ça me semblait ça semble au consommateur lambda comme inaccessible. Comment est-ce que la marque va faire pour savoir que j'existe? Et aujourd'hui, toutes ces plateformes, Facebook, Instagram ou autres, vont permettre à des consommateurs qui auparavant n'auraient jamais pu interagir avec ces marques, de dire je suis là. Baptiste, ça joue moins sur l'ego, là, ce que vous proposez, vous, pour le coup. Oui, tout à fait. On est quand même pas, on n'a pas le sentiment d'avoir valorisé son ego. On fait, nous, aussi un petit classement des rumeurs par ville, parce qu'on essaie de donner cet esprit local dans notre application. Donc, nous, c'est les marques qui demandent, et on n'est pas trop dans une relation d'ambassadeur, mais de dire vous êtes les yeux potentiels d'une marque dans leur magasin. Donc, évidemment, c'est pas pour mettre en avant l'ego, etc. Par contre, c'est pour montrer son implication dans une démarche de relation avec des marques, etc. Et donc, localement, on crée des classements. Et je vous avoue que pour l'instant, on n'a eu aucune question sur la rémunération. Notre système fait que les gens sont payés dès qu'ils veulent, dès le premier euro encaissé, etc. Donc, il n'y a aucune question là-dessus. Par contre, notre classement est sur 7 jours glissants. Donc, les gens parfois perdent des points. Et là, on a des flopés d'emails pour dire qu'est-ce qui se passe, j'ai perdu des points. Donc, en effet, cette valeur du point, comme disait Jérémy, elle a vraiment quelque chose d'important parce que la personne est aussi vraiment motivée par cet aspect de gamification. Vous publiez les réponses les plus originales, Baptiste, sur le réseau social? Oui, surtout ce qu'on appelle les missions créatives. Donc, évidemment, on ne va pas transmettre les données des marques si elles le sont pas d'accord, parce qu'il y a quand même une importance de la confidentialité de ce qui se passe dans les magasins, etc. Mais surtout ce qui se passe dans la rue, surtout ce qui se fait autour de ça. On propose de sélectionner les meilleures photos. Là, récemment, on a fait une mission street art où les gens prenaient en photo les éléments de street art qu'ils avaient dans leur quartier.
Et donc, on a fait quelques sélections et on les publie en effet sur nos réseaux sociaux. La bonne question qu'on se pose toujours, c'est comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors pour vous, Baptiste, on se doute bien que vous en gagnez, puisque les marques proposent une mission, vous allez prendre un pourcentage au passage. J'imagine que c'est ça. Alors après, c'est de la négo. Est-ce que c'est un pourcentage fixe ou pas? Je ne sais pas. Vous pouvez en parler plus ou pas? Oui, on a, en fait, en fonction de la complexité de la mission, de la typologie des enseignes qu'on va visiter, il y a des points de vente plus ou moins facilement accessibles, de leur répartition sur le territoire, etc. On détermine un prix fixe par point de vente pour en fait aller récolter cette info. Donc ils ont besoin parfois simplement d'un relevé de prix, parfois de vérifier 3 ou 4 rayons, de vérifier la disponibilité, voire même de compter le stock d'un certain produit. Donc ça, les marques comprennent que ça a une complexité différente. Donc on s'accorde avec eux, on fixe un prix par magasin et ensuite on s'accorde sur un nombre de magasins qu'on va visiter. Et si jamais par malheur on n'arrivait pas tous à les couvrir, on prend le nombre de magasins effectivement vérifiés et on multiplie par le prix de vente sur lequel on s'est accordé. C'est pas des prix qui sont très élevés d'ailleurs pour le rumler final. Ils ne touchent pas des 100 € à chaque fois qu'ils se déplacent. C'est vraiment des petites sommes souvent. Alors c'est minimum 2 €, donc à chaque fois il aura jusqu'à 2 €. Et pour l'instant en France, j'avoue que les rémunérations peuvent aussi varier entre les pays. En France on est monté jusqu'à 8 € pour certaines missions, qui avait quand même une certaine complexité. Donc on sera généralement entre une fourchette entre 2 et 5 € pour la plupart des missions, sauf les missions vraiment plus conséquentes sur lesquelles on pourra approcher les 10 €. Bon, la vraie question qui se pose, c'est comment de l'autre côté on gagne de l'argent, parce que là c'est différent. On part des envies des consommateurs, on va vers les marques. Et on sait bien que ce n'est pas les consommateurs qui vont payer, c'est plutôt les marques qui vont mettre de l'argent. Comment ça va se passer, ça, Jérémy, pour que les marques commencent à financer ça? Alors, le modèle économique, c'est que nous, on vend du tag. Si je vais fonctionner par analogie avec les autres mécanismes publicitaires qui existent, c'est-à-dire sur Internet, le CPC, le CPM et autres, nous, on a un produit qui ressemble relativement au CPC. C'est pas du cost per click, c'est du CPT, en fait, du cost per tag, où on va vendre aux annonceurs une action qualifiée, qui est le tag, de tag qui a généré de l'engagement. Donc, ce qu'on va vendre aux annonceurs, c'est donc des campagnes de tag sous condition que les tags aient été effectivement réalisés, comme du clic, je ne paye que ce qui a été fait, et 2, sous condition que ces tags aient généré un minimum d'engagement. Donc, ce qu'on vend, encore une fois, voilà, c'est du tag, c'est de la campagne de tag. Deuxième source de revenus, par ailleurs, c'est l'affiliation, puisque dans nos tags, on intègre les liens d'affiliation qu'on permet d'optimiser et même de rendre plus précis. Vous allez aujourd'hui sur Pinterest, vous avez un backlink principal qui vous cliquez sur l'image, ça vous renvoie sur un site e-commerce. Si vous avez un look et que vous avez une veste, vous êtes une femme, une veste, une jupe et une paire de boucles d'oreilles, vous cliquez sur cette image, vous allez peut-être vous retrouver sur la page de vente de la jupe en question. Or, c'était la paire de boucles d'oreilles que vous cherchez, le collier, puisque le collier est celui du jour. Non, celui-là, il est beaucoup trop cher, c'est son cadeau d'anniversaire. Pas du tout. L'affiliation n'est pas optimisée. Or, avec le tag, on apporte un niveau de précision, puisque le tag vient se positionner au niveau de l'objet en question, et donc on optimise l'affiliation. Et donc, la question, c'est comment nous, on gagne de l'argent, je viens de le dire, mais c'est comment vous gagnez de l'argent, puisque fondamentalement, nous, ce qu'on encaisse, on en reverse la majeure partie à nos utilisateurs. Il y a éventuellement une partie qui est reversée à la plateforme qui utilise la technologie. Mais voilà. Mais ça veut dire quand même qu'il faut que vous vous alliez voir les marques une fois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, en leur disant attention, il se passe quelque chose, regardez, voici les chiffres. Des gens ont tagué des photos, il y a eu de l'engagement qui s'est fait autour de ces tags, et donc il faudrait peut-être rentrer dans le mouvement et mettre un petit peu d'argent sur l'affaire. Donc il n'y a pas du tout de demande proactive de la marque dès le départ. Alors, il n'y a pas de demande proactive de la marque dès le départ. Ça, dans la mesure où c'est une nouvelle approche, la réponse, clairement, c'est oui. La seule chose, c'est que dans les interactions, il y a deux choses. D'abord, il y a des marques comme Red Bull, GoPro, ou un certain nombre, qui sont à la recherche perpétuelle de nouvelles formes, de nouveaux canaux de publicité, entre autres sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, les régies publicitaires, dont le métier est de vendre du stock, sont aussi à la recherche de nouveaux contenus, ou en tout cas de nouvelles approches. Parce que, par exemple, le grand sujet du moment, c'est la pertinence du CPM, du display, qui s'avère être peut-être la forme la moins engageante.
Le taux de conversion sur le clic est pas terrible non plus. Tout le monde va pas faire non plus que de l'affiliation. Et donc les régies sont assez demandeuses de nouveaux produits à proposer à leurs clients, puisque dès lors que le stock augmente, ça maximise pour eux aussi la probabilité de vendre. Bon, peut-être un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de l'émission quasiment, mais d'Ilan. Ilan, tu as dit tout le bien que tu pensais du modèle de Rommler et de leur exécution. J'imagine que tu découvres Identify, puisque c'est un service qui se lance vraiment là maintenant, cette semaine quasiment, qui est vraiment tout nouveau. Qu'est-ce que tu en penses globalement ? J'aime beaucoup la façon dont aussi Jérémy le présente et le justifie. C'est aussi assez innovant parce que de mémoire, j'ai rien vu de vraiment similaire aux US. Donc, je ne sais pas s'il y a des concurrents aux États-Unis ou pas, mais en tout cas, j'en connais pas. Donc ça, c'est aussi toujours un bon signe parce que ça ouvre plein de marchés potentiels. Donc, ouais, moi, j'ai déjà pensé à ce genre pas de business, mais de produits qui mêlent un peu les marques et ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, les photos, etc. Et je trouve que l'exécution est top, le site est très joli, le produit aussi. Et honnêtement, aujourd'hui, on a deux fantastiques entrepreneurs qui savent vraiment ce qu'ils font, quoi. Bon, ça c'est un petit message que je prends comme un compliment dans la recherche. Voilà. Ça, je dis rien. Bon, donc en clair, tu mettrais un ticket sur les deux, en fait, si tu avais la possibilité de le faire. Voilà, exactement. Le message est passé. Vous avez d'ailleurs l'un et l'autre, bah oui, on n'a pas dit juste un mot. Alors en 10 secondes, vous avez changé il y a un petit changement de capital là pour vous, Baptiste. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez 10 secondes pour nous le dire. On vient en effet sur la France uniquement, pour la partie française, une société de marketing spécialisée dans tout ce qui est grande distribution vient d'investir dans Rommler France pour conseiller à la grande distribution française certaines opérations de contrôle notamment. Société de marketing qui s'appelle Cospirit Mediatrack. Ouais, Cospirit Mediatrack, absolument. Vous cherchez de l'argent, Jérémy, ou pas ? On va initier un processus de levée de fonds là, maintenant. On vous souhaite bonne chance et apparemment ça passe bien parce que vous avez l'art de faire du pitch. Je l'ai déjà vu 2 fois, une fois en réel et une fois ici, ça se passe bien. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Donc Rommler, il y a également donc Identify et puis Ilan. Vous retrouvez tout ça évidemment sur watch.tv régulièrement. Ça c'est en diffusion globale de l'émission qui a duré 1 heure. On a pu admirer ce fameux collier qui est désormais Mais je vous en réserve encore plus sympa. J'ai pas remarqué que j'avais une plume au niveau de la chemise là en permanence tout au long de l'émission, c'était plutôt sympa. C'était pour me concurrencer. C'est pour concurrencer. Merci à Benjamin Vincent qui a réalisé cette émission de Maître une fois de plus. Un petit dernier mot ? Un petit dernier mot, pas particulièrement. Non, merci de ton aide, merci. Et au revoir. Merci à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ça sera dans 15 jours. Ciao. Au revoir.